Let us pretend we've got it together. Let us ignore the coming sun. We'll sing the body electric until the machine and soul are one. I've seen the twinkle struggle. The rangers line the floor. A cycle turn to life. A dead end jobs and government's war. In time the trees die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. In time the trees die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. One by one the monsters trample the woods and dirt they feed. What's all Let us pretend we've got it together. Let us ignore the coming sun. We'll sing the body electric until the machine and soul are one. I've seen the twinkle struggle. The rangers line the floor. A cycle turn to life. A dead end jobs and government's war. In time the trees die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. In time the trees die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. One by one the monsters trample the woods and dirt they feed. What's all I will introduce, explain what we are, what we are doing, and so on, in French. And I will give the floor, and I will it's just a question to even, because if you want to leave some space, consider not to be too long, okay? Take care because it's very dangerous. Bon, c'est bon. Est-ce qu'on y va? Allez, c'est pas moi que c'est le monsieur en bas, allez. Bon, nous sommes prêts. Il n'a pas de chaise, le monsieur. Non, c'est bon, on a une chaise. C'est bizarre, on a l'impression de vous espionner, de faire le meilleur.
Normalement, il y a une petite musique. Normalement, il y a une petite musique qui part, qui lance. Let us pretend we've got it together. Let us ignore the coming sun. We'll sing the body electric until the machine and soul are one. I've seen the tweakers struggle, the rangers line the floor. The cycle turn to life, a dead end jobs and government's war. In time the trees die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. In time the trees die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. One by one the monsters tremble, the woods and dirt they feed. Bonjour à toutes et à tous. Je sais que ce n'est pas souvent le cas dans ce genre d'assemblée, mais nous sommes assez serrés, vous voyez, sur la scène. Alors je voudrais juste faire un petit rappel pour ceux qui viennent serrer les mains. S'il vous plaît, ne serrez pas les mains trop fort de nos panélistes, vous risquez de les faire tomber. Alors la sécurité étant importante dans nos activités, faites un petit peu attention aux problèmes de sécurité. Voilà. Cette table ronde cet après-midi est sur l'énergie. Et on va parler bien sûr d'énergie et d'Afrique. Malgré un taux de croissance important sur le continent africain ces dernières années, près de 700 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont toujours pas accès à l'électricité. Ce chiffre est susceptible de croître fortement si l'on prend en compte les projections démographiques et l'adoublement annoncé de la population d'ici 2050 laisseront probablement près de 1 milliard de nouveaux habitants d'ici à 30 ans. Je reprendrai juste les paroles de Lionel Zinsou ici hier, qui disait imaginez un peu la croissance en Afrique aujourd'hui si tout le monde avait accès à l'électricité. On va parler de ça. Vous savez que l'énergie, bien entendu, est préalable à tout développement. Elle est la base du développement agricole, elle permet l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation. Et sans une électricité fiable et accessible, les besoins sociaux de base ne sont pas pourvus. Je pense que vous êtes tous conscients que l'électrification de l'Afrique constitue une urgence économique et sociale indéniable. Bon, c'est ce constat qui a été partagé par tous lors de la COP 21. L'Afrique doit se doter des moyens de production d'énergie nécessaires à son développement et à sa démographie. Dans un contexte pas très favorable de dérèglement climatique dont elle est la première victime. Les pays d'Afrique figurent en effet parmi les pays les plus exposés au changement climatique et en particulier l'impact sur les rendements agricoles du continent et sur sa sécurité alimentaire sont particulièrement préoccupants. Face à ce constat, il y a eu de nombreuses initiatives qui ont été lancées en particulier sur les énergies renouvelables, qui ont été lancées en particulier lors de la COP 21, qui visent à doter le continent africain de 10 gigawatts de capacité installée supplémentaires d'ici 2020, et on parle même de 300 gigawatts d'ici 2030. Cette initiative est d'ailleurs portée par l'Union africaine et a reçu le soutien du G7 et du G20. D'ailleurs, la France est mobilisée puisqu'elle sur cette initiative, elle s'est engagée à mobiliser 2 milliards d'euros en faveur des énergies renouvelables en Afrique d'ici 2020. L'Afrique possède, on en discutait à midi, on n'était pas tous d'accord, mais elle possède quand même de nombreuses ressources d'énergie renouvelable, en particulier le potentiel de production hydraulique est incontestable, géothermique également et énergie solaire. Malheureusement, ces atouts exceptionnels sont largement sous-utilisés. On va donc essayer au cours de cette table ronde de comprendre à la fois quels sont les freins au développement, mais aussi les perspectives offertes par des technologies nouvelles ou, qui sont développées par les sociétés qui sont ici présentes. Quels sont les nouveaux modèles énergétiques à initier pour combler le déficit énergétique de l'Afrique? Voilà des grandes questions. Avec quel financement? Quels sont les leviers d'un déploiement à grande échelle des énergies renouvelables? Et comment les entreprises françaises, bien sûr, peuvent y participer? Alors, nous avons un panel de 7 intervenants
plus un modérateur qui terminera, qui fera les conclusions. Alors les intervenants, dans l'ordre, je vais les citer. Après, ils interviendront chacun 5 minutes. On laissera de la place aux questions, donc on passera d'un intervenant à l'autre, ça sera plus simple. Et à la fin, après que notre ami Andrea Massini ait fait le résumé de ses interventions, on passera aux questions. Alors le premier intervenant s'appelle David Mutiquet, il est Strategy and Business Performance Director de Kengen, et je vais donc laisser la parole à monsieur David Mutiquet pour nous parler de Kengen, et je vais lui poser une question qui est liée à son pays d'origine, qui est le Kenya. Le Kenya a fait de l'énergie un secteur prioritaire de sa stratégie de développement national dans un plan qui s'appelle Vision 2030. Il a développé une politique très volontariste en matière d'accès à l'électricité. La production électrique a connu une évolution majeure ces dernières années avec la mise en production d'importantes installations géothermiques. La vallée du Grand Rift possède en effet un potentiel gigantesque. Le Kenya a également mis en place une politique de feed-in tarif qui vise à stimuler les investissements en imposant l'achat d'électricité issue des énergies renouvelables à un prix déterminé. David, quel est votre regard sur cette évolution et quels enseignements tirez-vous de l'expérience kenyane pour l'électrification de l'Afrique? We've decided to have this question in French. You will reply in English, but the floor is yours. Thank you very much. I'm speaking in the middle of French, so I need to learn a bit of French. But let me talk a little bit about Kenya. In the last 2 years, Kenya has increased its capacity by 30% to the current 2,400 megawatt. What we see is a positive picture because that increment of installed capacity has also seen a consumption rise by 30%. So when there is capacity, consumption, we have seen it go up. With that, what we are seeing to take care of the economic projections, we need 9,000 megawatt in the next 10 years to power what we are calling Kenya Vision 2030. That capacity will come from private players, private sector participating in that new capacity. It will also come from government agencies like Kengen, where I work. And what we are seeing is, at the moment, we have close to 4,000 megawatt being developed by the private sector to take care of the 9,000 megawatt projections. These 4,000 is from geothermal, 300 megawatt, biomass around 300 megawatt, wind 1,100 megawatt, and surprisingly solar is 2,300 megawatt. That's the interest we have seen from the private sector. From Kengen, where I work, and this is the government agency, 74% government and 26% private, we are targeting to put up 2,500 megawatt to close that gap. That 2,500 megawatt will be 400 wind and 2,100 geothermal. So in a nutshell, I'm saying that Kenya will be focusing a lot on renewable energy to meet our power demand. And we see the picture as very bright. Thank you. Thank you, David. Pour continuer, l'intervention de notre ami Ali. Zéro Ali est le directeur de la coopération et des partenariats de Massen, l'agence marocaine pour l'énergie solaire. Mais il ne s'occupe pas que d'énergie solaire, on a discuté tout à l'heure, il nous parlera de différents types d'énergie. Au-delà du modèle kényan, il y a une ambition très forte dans le domaine des renouvelables au Maroc. Aujourd'hui, en plus, vous êtes sous les feux, bien entendu, avec la COP22 dans quelques semaines à Marrakech. Et le Maroc, qui dépendait à 95% de l'extérieur pour son approvisionnement énergétique, a fait le choix du solaire et se dote de centrales de très grande capacité. La stratégie et la méthode développée par l'Agence marocaine de l'énergie solaire peut-elle constituer un modèle pour d'autres pays du continent? Et y a-t-il des enseignements à tirer, notamment dans la perspective de cette fameuse COP22 chez vous? Ali, vous avez la parole, 5 minutes. Alors, merci tout d'abord pour votre invitation. Avant de parler de l'expérience marocaine, je voudrais faire un focus sur les enjeux de l'énergie et de l'électricité en Afrique tout d'abord.
Donc, à mon sens, nous percevons toujours l'électricité aujourd'hui, surtout en Afrique, comme étant une condition nécessaire au développement industriel, au développement économique des pays. Je pense que le bon paradigme qu'on nous devons prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à une révolution qu'on appelle la révolution verte. Et c'est ainsi qu'il faut la percevoir. Ne soyons pas gênés ou n'ayons pas honte de dire qu'en Afrique, nous avons raté la révolution industrielle, qui, rappelons-le, a commencé au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle en Angleterre. Et puis, elle n'a trouvé son essor que parce que tous les pays européens se sont arrimés à la même vague. C'est ainsi que la révolution industrielle a émergé en Europe. Nous avons aussi vu passer la révolution des NTIC. Et notre petite contribution, c'est des fois des marchands ambulants qui ont 2 téléphones portables. Je ne sais pourquoi. Voilà notre petite contribution. Aujourd'hui, ce que nous pensons au Maroc, c'est que nous avons l'obligation de nous arriver à cette révolution verte pour tirer l'économie de tous nos pays vers de l'avant, et nous ne pourrons pas l'effectuer tout seuls. Nous en sommes conscients au Maroc. C'est en ayant un mouvement global, régional, c'est le seul moyen de créer un écosystème qui puisse porter cette nouvelle révolution et ce développement économique. Vous parliez tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec vous, pour qu'une révolution puisse avoir lieu, il y a 3 paramètres importants. Il faut qu'il y ait un marché important, il faut que les ressources soient abondantes et il faut qu'il y ait un savoir-faire. Vous l'avez dit, plus de 550 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité en Afrique de l'Est, Ouest et centrale, avec des taux d'accès à l'électricité qui sont 5 fois inférieurs au Maroc et plus de 15 fois inférieurs aux pays européens, donc le marché existe. Les ressources sont abondantes, qu'elles soient géothermiques, éoliennes, hydrauliques ou solaires, et c'est de par cette abondance de ressources d'énergie renouvelable variée que le mix énergétique basé sur des sources renouvelables peut atteindre des proportions importantes. Et enfin, le savoir-faire. Alors c'est là où le bas blesse. Quand je rencontre beaucoup d'IFAs ou de bailleurs de fonds ou d'investisseurs, ils disent « nous sommes à la recherche de projets qui soient bancables ». Et quand je rencontre et je discute avec beaucoup de responsables africains, ce qu'ils me disent, c'est qu'on a des projets, mais il n'y a personne pour les faire. Donc, l'offre et la demande ne matchent pas. Pourquoi elles ne matchent pas? Parce que, il y a un manque de cadre réglementaire dans ces pays africains, dans la plupart des pays africains. Je ne dis pas tous, mais je parle de la plupart des pays africains. Et c'est une condition préalable et fondamentale pour donner la confiance aux investisseurs pour qu'ils puissent venir investir dans nos pays. Et c'est par les investisseurs qu'on pourra créer ce mouvement d'ensemble pour développer les énergies renouvelables. Deuxièmement, il y a un manque de capacité et de savoir-faire pour structurer des projets. Pour optimiser les prix, il faut pouvoir structurer ces différents projets. Donc cette vision a émané au Maroc par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2008. Mazen a été créé en 2010 pour porter la part des énergies renouvelables à 42% à l'horizon 2020 et à 52% à l'horizon 2030, soit 6 000 MW d'énergie renouvelable en 2020 et 13 000 MW à l'horizon 2030. Nous avons plusieurs ambitions. Nous avons une ambition industrielle pour développer un écosystème qui puisse servir de relais pour le développement économique du pays. Nous avons une autre ambition qui est de R&D. Si on veut prendre une position dans ce domaine des énergies renouvelables, il faut développer un centre de R&D qui soit performant et qui soit à la pointe de la technologie. Nous avons une dimension aussi, une ambition qui est sociale, puisque nous ne concevons pas de construire les plus grandes ou avoir une ambition en termes de centrales d'énergie renouvelable aussi importante sans qu'on prenne notre part de responsabilité dans le développement socio-économique. C'est pour cela que nous jouons plusieurs rôles. Un rôle d'off-taker, nous produisons l'électricité et nous la vendons à l'utility qui est l'ONE. Un rôle de prêteur et d'emprunteur, nous empruntons auprès d'AFAS des financements concessionnels à des prix extrêmement compétitifs que nous rétrocédons aux investisseurs et aux développeurs. C'est ce qui permet d'atteindre des prix du kilowattheure extrêmement bas. Nous avons un rôle aussi de pourvoyeur de terrain, puisque c'est Mazen qui détermine les meilleurs sites qui permettent d'optimiser ce prix du kilowattheure. Et un dernier rôle de service provider, puisque nous construisons toutes les infrastructures communes nécessaires pour cette production énergétique. Et je vais faire le lien rapidement, pour ne pas prendre plus de temps de parole, je crois que j'ai un peu abusé, entre la COP22 et la COP21. La COP21 était un formidable moment,
puisque pour une fois, plusieurs pays se sont accordés sur un même objectif. Or, à mon sens, entre la COP21 et aujourd'hui, nous n'avons pas vu d'action concrète qui implémente les énergies renouvelables et qui permet de développer les énergies renouvelables. Donc c'est là l'objectif de la COP22 qui devra être la COP de l'implémentation à travers des initiatives qui soient concrètes et qui ne soient pas demandantes de 10 milliards ou de 100 milliards de dollars, mais de quelques centaines ou de millions d'euros pour permettre à ces pays de mettre en place un cadre réglementaire et de structurer des projets afin de permettre d'attirer les investisseurs. Voilà. Merci beaucoup, Ali. Je crois qu'il y aura des questions, à mon avis. Hein. Bravo. Alors, le troisième intervenant, Bruno Bensasson, qui est directeur général de Engie Afrique, puisqu'on vient d'évoquer la COP22, qui se déroulera bien sûr dans quelques semaines au Maroc. Il faut dire un peu tout l'acteur important qu'a été Engie dans le succès de la COP21. En particulier, Jérôme Mestrallet a initié un projet, une initiative qui s'appelle Terawatt, qui a été signée par Isabelle Cocher il y a très peu de temps, qui vise à mobiliser les acteurs privés, industriels comme financiers en faveur d'un déploiement massif de l'énergie solaire dans le monde. Cette initiative faisait écho au lancement de l'Alliance solaire internationale par le Premier ministre Narendra Modi et le président François Hollande. Alors depuis cette initiative Terawatt, j'ai appris tout à l'heure que Schneider et Total étaient également signataires. Voilà, donc cette initiative Terawatt. Alors dans ce contexte, Engie a décidé d'amorcer une transformation profonde, je dirais même radicale, et de miser sur les énergies renouvelables, et en particulier sur le solaire. Alors Bruno, qui dirige les activités d'Engie en Afrique, peut-il nous expliquer comment cette stratégie du groupe se décline au niveau des activités du groupe sur le continent africain et nous expliquer la vision des marchés africains de l'énergie d'Engie et lui-même. Voilà. Ceci en 5 minutes. En 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous cet après-midi. Peut-être d'abord quelques mots sur Engie, ce sont 150 000 personnes, les métiers de l'électricité, du gaz et des services d'efficacité énergétique. C'est 100 000 mégawatts à travers le monde, dont 15 000 mégawatts en énergie renouvelable, avec une part croissante d'éolien et de solaire. Donc oui, nous allons accélérer dans ces énergies non renouvelables, mais nous avons déjà de belles positions. Ce sont également 3 000 mégawatts en exploitation ou en construction en ce moment sur le continent africain. Et la volonté d'aller plus loin en Afrique, dans les énergies renouvelables, également dans le gaz naturel, qui, compte tenu de ses propriétés, constitue un bon complément aux énergies renouvelables intermittentes. Alors, tu me demandais la vision qu'on peut avoir de l'Afrique. Évidemment, le premier point, et on l'entend dans la bouche des autorités politiques, c'est une énorme demande en matière d'électricité, un besoin électrique considérable, à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons sociales. Rappelons que l'Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, dispose de 53 000 mégawatts, c'est-à-dire l'équivalent de la puissance installée au Portugal. Et ajouter à cela le fait que la croissance de cette puissance électrique est relativement lente et n'a pas suivi la croissance économique des 10 dernières années. Donc il y a un besoin fort d'une énergie, d'une électricité plus abondante, également fiable. Ce que nous disent les pouvoirs, les pays africains, c'est qu'ils ont besoin d'une électricité fiable, 24 heures sur 24, notamment pour les enjeux industriels, et compétitive à bas coût. Il s'agit aussi de tenir compte des enjeux de pouvoir d'achat et de compétitivité d'une Afrique qui veut se tourner davantage vers l'industrie. Donc, il y a des carences. Ceci dit, il y a des bonnes nouvelles et je veux aussi insister là-dessus. La première bonne nouvelle, je dirais, c'est que le coût des énergies a baissé de façon structurelle, sans doute, pour l'éolien et le solaire, de façon plus conjoncturelle pour le pétrole, mais pour développer ces énergies, notamment renouvelables, c'était évidemment une bonne chose. Elles étaient un produit de luxe pour pays riches il y a encore quelques années. Ce n'est plus du tout le cas. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le développement intensif des télécommunications permet des solutions de prépaiement
qui sécurisent la commercialisation et permettent d'envisager des solutions à la fois centralisées d'un côté, mais aussi décentralisées pour les zones rurales. Pour Engie, nous croyons que ces deux formes seront complémentaires et auront une belle place. Enfin, on voit se développer dans certains pays du continent de très bonne gouvernance, parmi les meilleurs du monde, et on ne peut qu'espérer que ces gouvernances diffusent, parce que c'est cela qui permet d'attirer du capital, d'attirer du financement et d'augmenter les capacités. Un des points les plus sensibles en matière de gouvernance, d'ailleurs ce n'est pas vrai qu'en Afrique, la France connaît au moins aussi ce sujet, c'est le fait que les tarifs doivent couvrir le coût si on veut que le système énergétique et électrique tienne debout. C'est un sujet à la fois nécessaire et sensible. C'est, je dirais, sur ces bases que l'initiative Terawatt, qui fait écho à l'initiative ISA du Premier ministre indien et du Président de la République français François Hollande, a été lancée. C'est une initiative collective avec effectivement de nombreux acteurs privés et pas seulement français, mais Schneider et Total parmi eux, qui vise quoi? Eh bien, qui vise à ce que le solaire, qui a vu ses coûts chuter, disons, d'un facteur 10 et peut-être 20, quand on regarde les derniers chiffres ces dernières années, trouve davantage de place, y compris et peut-être d'abord en Afrique. Cela passe par la diffusion des meilleures régulations possibles, à la fois dans les systèmes centralisés, mais aussi les systèmes décentralisés qui ont besoin de leur régulation. Cela passe par, une fois que les bonnes régulations sont en place, la mise en place de grandes plateformes de financement qui permettent de réduire le coût du capital, qui est un des éléments clés du coût des énergies solaires très capitalistiques, principalement capitalistiques. Et puis enfin, ces initiatives visent aussi à renforcer la qualification, à traiter les sujets de formation qui permettront à la fois la montée en échelle plus rapide de ces technologies et leurs bénéfices pour les sociétés, le plus grand bénéfice pour les sociétés africaines dans lesquelles elles seront développées. Merci Bruno. Ah, il est impeccable, hein, 5 minutes, pile. Voilà, bravo. Quatrième intervenant, alors Marc de la Taillade, qui est le directeur de l'activité solaire chez Total GRP, qui veut dire Gas Renewable and Power. Alors Marc, il a surtout travaillé dans l'EP avant, dans le grand groupe Total. Et Total qui a aussi fait le choix du renouvelable il y a quelques temps. On va donc lui poser la question de savoir comment un leader mondial du pétrole comme Total aborde cette transition énergétique qui est quand même assez unique dans les grands pétroliers. Et quelle est l'ambition de Total dans le développement de l'énergie solaire en Afrique, et qui nous donne également un peu son avis sur les différents obstacles à surmonter pour que ce déploiement soit massif et encore plus loin que les fameuses lampes solaires de Total dont tout le monde doit connaître ici et qui ont été distribuées à déjà plusieurs millions d'exemplaires partout en Afrique. Marc, c'est à toi. Merci Jean-Jacques. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. D'abord parce que l'enjeu des renouvelables et du solaire en Afrique est un enjeu majeur qui intéresse évidemment tous les États et les sociétés qui investissent. Et ensuite parce que Total a une histoire un petit peu particulière avec l'Afrique et j'en dirai deux mots. L'Afrique, ça fait partie intégrante de l'ADN de notre groupe. On y est présent depuis plus de 80 ans dans 40 pays et on a aujourd'hui à peu près 10 000 collaborateurs qui travaillent dans l'ensemble de la chaîne énergétique sur le continent, dans l'exploration-production bien sûr, dans la distribution, mais également dans le solaire, puisqu'avec notre filiale SunPower, nous sommes présents en Afrique du Sud et ailleurs, avec notamment des fermes solaires. Et on a inauguré il y a peu de temps une ferme solaire en Afrique du Sud. Alors Total déploie par ailleurs des solutions innovantes en Afrique, tant en matière d'accès à l'énergie. Jean-Jacques parlait tout à l'heure de notre programme Awango by Total, distribution de lampes solaires, donc 6 millions de personnes touchées aujourd'hui, c'est quelque chose, ou sa participation dans des sociétés du type Off-Grid électrique en Tanzanie, qui proposent des kits solaires à l'ensemble des consommateurs. Alors l'engagement de Total dans les renouvelables, il n'est pas nouveau, il date d'une dizaine d'années, avec l'acquisition de Tenesol, mais il s'est accéléré
j'allais dire récemment, et s'est accéléré en 2011 avec l'acquisition de la majorité de SunPower, donc un des leaders mondiaux du photovoltaïque, avec aujourd'hui 2 gigawatts de capacité installée, et jusqu'à il y a peu de temps, la plus grande centrale de PV au monde, en Californie, la centrale de SolarStar. Donc il y a un vrai savoir-faire en construction de projets et une plateforme technologique extrêmement solide, basée aux États-Unis, mais qui rayonne sur l'ensemble de la planète. Et puis au 1er septembre 2016, vous avez peut-être entendu parler de la création d'une nouvelle branche dont on parlait tout à l'heure, hein, qu'on évoquait, gaz, énergie renouvelable et électricité, qui confirme l'ambition du groupe de devenir un leader mondial de l'énergie responsable, avec un objectif, c'est que d'ici à 20 ans, les activités à bas carbone représentent 20% de l'activité du groupe. C'est évidemment une ambition importante. Et dans cette ambition, l'Afrique, évidemment, occupe une place particulière, puisque dans notre portefeuille d'activités et dans notre histoire, l'Afrique, comme je le rappelais, a une place importante. Alors l'Afrique a un potentiel, on l'a évoqué, à peu près inégalable, j'allais dire, dans le domaine du solaire, en tout cas en théorie, ensoleillement unique, population en croissance, plus de la moitié de la population qui n'a pas accès à l'électricité, et des perspectives de croissance de la demande que l'AIE situe aux alentours de 4% par an, selon les différents scénarios. Même si la base aujourd'hui est modeste, ça reste une croissance tout à fait considérable. Et puis l'électricité, on l'a dit, elle coûte cher en Afrique au client final, entre 15 et 20, parfois plus que 20 centimes du kilowattheure, avec des subventions qui pèsent sur les budgets nationaux. Or, le solaire devient compétitif avec les énergies traditionnelles dans de nombreux environnements. Les récents résultats des appels d'offres, des méga appels d'offres qu'on a pu voir à Abu Dhabi et à Dubaï, sont là pour attester de la compétitivité de cette énergie. Alors, la parité réseau, elle est atteinte ou elle sera atteinte dans de nombreux pays, et c'est le résultat, on l'a évoqué également, de la baisse combinée des prix des matériels, des équipements, et également l'accès à des financements plus attractifs. Les fondamentaux sont donc en place, mais pour que les renouvelables prennent toute leur place dans la génération électrique en Afrique, il faudra quand même adresser de manière organisée et concertée un certain nombre d'aspects, notamment des aspects réglementaires, dans les différents pays, et du côté des entreprises, apporter aussi de l'innovation et des modèles d'affaires qui répondent aux besoins spécifiques du continent. Alors j'évoquerai 2 pistes, pour ne pas trop rentrer dans le détail et essayer de tenir le timing, mais je crois qu'il y a 2 problématiques à traiter séparément, mais qui sont quand même assez complémentaires. La première qui a été évoquée précédemment, c'est que le développement des fermes solaires de moyenne ou de grande capacité, donc disons les objets de plus de 20 MW, il faut que pour que ce segment puisse se développer et contribuer à la génération électrique, qu'il y ait un cadre réglementaire stable, clair, et de ce point de vue-là, le Maroc, l'Afrique du Sud ont montré la voie avec des programmes très ambitieux. Je crois que c'est important, le diable est dans les détails, que les États qui s'intéressent à ce type de développement regardent les raisons du succès de ces programmes-là. De la visibilité pour les investisseurs, c'est fondamental, et des règles du jeu qui permettent à chacun d'y trouver sa place. Au final, des règles qui soient simples, avec pourquoi pas un guichet unique dans les États qui évite aux développeurs de se perdre dans les méandres d'une administration qui parfois malheureusement nous joue quelques tours dans le développement. Mais ce segment des fermes solaires, même s'il est attractif et qui permet un déploiement finalement assez rapide, montre ses limites compte tenu de la capacité d'intégration des réseaux dans les différents États africains. C'est un aspect qui m'amène à parler des solutions décentralisées, et je pense que sur ce segment-là, il y a beaucoup à faire avec des initiatives des entreprises privées pour essayer d'offrir aux clients industriels et commerciaux des PPA, donc des contrats d'off-take d'électricité sur des périodes plus courtes, mais ça suppose également un cadre réglementaire et pourquoi pas un relais des sociétés productrices d'électricité pour prendre le relais au-delà de la période contractuelle. Merci. Merci beaucoup Marc. Merci beaucoup. Alors, 5e intervention. Gilles Vermaux-Desroches. Alors, Gilles est le directeur développement durable de Schneider, et je pense que toute la noble assemblée là, ne connaît pas toutes les actions que peut avoir Schneider dans le domaine du développement durable. C'est une entreprise qui est en pointe sur les questions d'accès à l'énergie, ça on le sait. En particulier, elle a développé au Kenya
un programme qui lui a valu d'être classé par Fortune parmi les 50 entreprises qui changent le monde. Un programme dont vous nous direz sans doute quelques mots. Elle s'est aussi illustrée il y a quelques jours en signant un contrat pour le déploiement de microcentrales solaires d'un nouveau genre en Afrique de l'Ouest. Alors, je pense que tu vas pouvoir nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Schneider, avec ses capacités d'innovation, est-elle en train de changer en profondeur les modèles énergétiques de ces pays? Sur quoi repose le succès de Schneider? On veut tout savoir. Comme ça, et quels pourraient, selon toi, être, avec ton expérience, les facteurs clés qui permettraient d'accélérer le traitement de cette problématique d'accès à l'énergie en Afrique? 5 minutes. Merci Jean-Jacques. Alors, je ne sais pas si Schneider Electric va changer les paradigmes de l'énergie en Afrique, mais en tous les cas, cherche à y contribuer. C'est intéressant avec les interventions de mes prédécesseurs qui me font intégralement changer la mienne. Ce que disait Bruno, on peut encore aller un peu plus loin, me semble-t-il. Quand on regarde, par exemple, le prix amont du kilowatt solaire, il était de $1000 en l'an 2000. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que dans un certain nombre de marchés qui se passent pour le futur, il a été diminué par 30. Et au fond, la première question qu'on se pose dans cette table ronde, c'est est-ce qu'elle est pareille que celle qui a eu lieu il y a 1 an sur ce sujet-là? Est-ce qu'il faudra revenir à celle qui aura lieu dans 1 an sur ce sujet-là? Parce qu'on a un peu l'impression que rien ne bouge. Et en fait, il me semble, pour aller régulièrement comme mes collègues en Afrique, à la fois que rien ne bouge et que c'est très bouillonnant. Ça ne bouge sûrement pas aussi vite qu'on le voudrait, mais sur cette question de l'énergie en Afrique, et particulièrement de la percée des énergies renouvelables, il me semble, et en particulier ce que tu disais à la fin sur les micro-réseaux, les réseaux plus répartis, il y a aujourd'hui une grande vivacité. La grande question est d'ailleurs plus technologique, même si ce qui sera mis sur le marché dans 1 an est probablement assez différent que ce qui est mis aujourd'hui sur le marché. La grande question est aujourd'hui la manière de faire des business models, qui finance, comment ça se finance. Là où je fais dans le passé, c'était plutôt quel type de solution, pour quelle durée et comment ça fonctionne. Il me semble que le deuxième point sur cette vivacité qui fait que dans 1 an, on sera à un autre niveau, évidemment pas 100%, mais et pas très loin d'aujourd'hui, mais on parle de grand nombre, on sera à un autre niveau de vision et de compréhension à cause des solutions. Il y a un deuxième point qui me paraît intéressant, c'est que c'est l'entrée des enjeux. Et qu'au fond, l'enjeu, ce n'est pas l'électrification de l'Afrique. L'enjeu, c'est l'agriculture. L'enjeu, c'est l'éducation. Et la plupart des projets que mène Schneider Electric aujourd'hui, ce n'est pas pour répondre à des enjeux. Les partenaires qui sont trouvés dans ces projets ne sont pas là pour répondre à des enjeux d'électrification, mais à des enjeux profonds comme celui de l'agriculture, je pourrais en dire 2 mots, ou celui de l'éducation. L'éducation, c'est de fait celui qui nous met à la 24e place des entreprises qui changent le monde, avec la chance de le faire au Kenya. Et justement, notre premier partenaire là, c'est 128 écoles kenyanes, dans lesquelles on apporte des solutions de mini-grid, déjà pour l'école, déjà pour pouvoir étudier, pour être en communication avec le monde dans cette éducation, et puis au fond, au départ de l'école, pour électrifier le village. Mais le sujet principal est éducatif. Il est de comment on éduque ces personnes. Et l'autre projet dont on parlait, je pourrais prendre que ces 2-là dans les 5 minutes, c'est celui de l'agriculture. De fait, la solution que Schneider Electric a vendue à tous les pays de l'UEMOA, soit 8 solutions dans 8 villages reculés, c'est une solution pour sécuriser l'agriculture. Vous savez qu'un tiers des récoltes sont perdues parce qu'elles sont soit mal conservées, soit mal séchées, soit pas suffisamment irriguées, etc., etc. Et donc cette solution, c'est à la fois du photovoltaïque et à la fois du thermique, pour avoir de l'électricité pour le village et pour la ferme, pour faire de la pisciculture, pour faire du pompage, et à la fois de la chaleur pour conserver, sécher les fourrages, etc., etc. Et vous voyez, il me semble que faire venir les enjeux sur notre question que l'on situe dans un premier temps strictement sur la question de l'accès à l'électricité, point, fait voir un peu différemment quel type de partenaire, quel type de solution et quel type d'avenir. Schneider Electric s'y investit beaucoup avec tous ses partenaires économiques, mes 2 collègues d'avant étant parmi les plus importants. Nous, notre métier, avec nos 160 000 salariés dans le monde, c'est de faire des solutions sur l'efficacité énergétique, sur l'énergie renouvelable
et son intégration dans le réseau, ce qui est aujourd'hui rendu possible à cause du numérique et à cause d'une meilleure compréhension de la relation entre l'offre et la demande, et puis sur cette question d'accès à l'énergie qui est un grand lieu de R&D parce que singulièrement en Afrique, on est dans une zone nouvelle dans laquelle l'économie de fonctionnalité a plus de place qu'ailleurs puisque la propriété n'est pas la même et n'existe pas sur les enjeux énergétiques, et dans lequel on peut inventer plein de choses, y compris dans R&D. Pour finir, au fond, le point de Schneider Electric au milieu de tous ces enjeux, c'est de considérer qu'on a trois grandes offres à faire ensemble et qu'on ne peut pas les séparer. Schneider s'est voté un plan de formation d'1 million de personnes entre 2015 et 2025 sur les compétences d'électricité. Ça va massivement pour des compétences basiques, j'ai envie de dire, mais aussi jusqu'à des écoles d'ingénieurs, par exemple l'école d'ingénieurs de Douala ou de techniciens en Tanzanie ou ailleurs. L'enjeu, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient des compétences, et particulièrement dans le milieu rural, pour que demain, il y ait de l'électricité. S'il n'y a personne qui a des compétences et un intérêt sur l'enjeu énergétique, eh bien, il n'y aura pas l'appel d'offres et l'appel d'air. Et pour passer d'un cercle très non vertueux à un cercle vertueux, probablement que la formation est le premier sujet. Le deuxième, c'est l'enjeu d'investissement. On a créé 2 fonds d'investissement, dont le second est maintenant basé à Nairobi. Il a été créé avec la BEI, la FD Proparco, la CDC UK, l'OFID de l'OPEP. Et ce fonds-là, comme le premier, souvent en partenariat avec d'autres fonds comme Rassembleur d'énergie d'Engie, permet d'investir des sociétés qui sont focalisées sur le sujet, soit des briques d'offres comme le Pay As You Go, soit pour être de nouvelles utilités sur le sujet. Et c'est indispensable d'accompagner des entreprises dans leur développement pour faire levier et aller plus loin. Puis le troisième, c'est de fait mettre des solutions sur le marché. Moi, je crois beaucoup aux solutions nouvelles du milieu rural. L'Afrique donne aujourd'hui, et c'est probablement différent cette année par rapport à l'an dernier, probablement que la COP y est pour quelque chose, probablement que les enjeux du développement durable aussi, un nouveau focus sur l'électricité en milieu rural. Au fond, dans le discours précédent, on s'intéressait beaucoup, et il faut continuer à s'y intéresser, à la croissance des réseaux pour les grandes villes, mais au fond, un rééquilibrage avec le milieu rural, à la fois pour des raisons agricoles, à la fois pour des raisons de stabilité politique du pays et d'environnement, à la fois pour ne pas remplir les banlieues inutilement des grandes villes africaines. C'est un sujet important, et il me semble que c'est ce sujet qui, dans la dernière année, a beaucoup changé, pas pour devenir la priorité, mais pour redevenir plus important, d'autant que des solutions technologiques existent. Donc il me semble que les prochaines réalisations importantes se feront dans l'électrification du milieu rural. Merci beaucoup, Gilles. Bon, il n'y a pas que des grands groupes qui s'intéressent aux renouvelables. On va laisser la parole à Daniel Bourg. Daniel est le président de la Générale du solaire. Il a aussi de nombreux projets et de nombreuses réalisations en Afrique. Et j'aimerais bien qu'il nous donne un peu son témoignage sur ce qu'il pense de la développement de cette filière solaire française en Afrique. Est-ce qu'il est d'accord aussi avec les grands panélistes sur ces sujets et ces approches? À toi, Daniel. Merci Jean-Jacques. La Générale du solaire est donc une société, comme son nom l'indique, qui est totalement dédiée au solaire. Donc ce que je vais vous donner, moi, c'est la vision d'un acteur de terrain qui a démarré en France, qui s'est développé naturellement en Europe, et puis il y a 2 ans a décidé de répondre au formidable pari qui était le solaire en Afrique, et qui a donc commencé à se développer aussi en Afrique. Actuellement, nous avons une vingtaine de collaborateurs qui travaillent dans un certain nombre de pays, et justement à développer un certain nombre de projets de centrales solaires. Donc je vais un peu vous donner mon expérience à travers ces 2 années. J'insiste qu'il ne se veut absolument pas exhaustif parce que la situation des pays n'est pas tout à fait la même, les risques ne sont pas les mêmes, et c'est vrai qu'on a parlé de 2 exceptions importantes qui étaient l'Afrique du Sud où il y a une filière solaire qui existe depuis un certain nombre d'années, et le Maroc qui a lancé aussi un certain nombre de grosses opérations, notamment dans le solaire thermodynamique, un peu moins dans le solaire photovoltaïque, mais je sais que c'est quelque chose qui est en instance et qui peut démarrer rapidement. Je crois que c'est important de comprendre le cycle de vie d'une centrale photovoltaïque si on parle du développement en Afrique. Le cycle de vie d'une centrale photovoltaïque, il y a 3 phases bien distinctes. Il y a une première phase que l'on va appeler la phase de développement. C'est celle où, à partir de rien,
vous allez créer, concevoir, obtenir toutes les autorisations et dossiers si elles sont nombreuses, plus obtenir un tarif, ce qui est souvent quelque chose d'encore plus compliqué, et derrière tout ça, obtenir un financement. Et le rôle du développeur, c'est quelque part celui qui est le créateur, c'est celui qui va prendre le risque, parce que c'est quelque chose qui est long, et c'est celui qui après va être un peu le chef d'orchestre pour que tout le monde soit là au moment où on pourra lancer la deuxième phase, qui sera la phase de construction. Normalement, une phase de développement, quand la filière existe bien, sur une centrale, on va dire normale au sol, tourne autour de 1 an, 2 ans, quand les choses sont à peu près normales. Dans certains pays, nous le verrons, on va être beaucoup plus long. La deuxième phase est la phase de construction, et dans le solaire, elle a quelque chose de très particulier, elle est très courte. Elle va durer quelques mois, ne pose honnêtement pas de problème, elle est très bien maîtrisée actuellement, elle est de plus en plus performante, et on n'a aucun problème n'importe où, je dis bien n'importe où dans le monde, à créer une centrale solaire qui soit performante pour autant qu'il y ait du soleil, nous sommes bien d'accord. La troisième phase, c'est l'exploitation. Là encore, c'est le mérite du solaire, c'est qu'elle est simple. La maintenance est très simple, donc ce qui est important, c'est le réseau, c'est tout ce qu'il y aura en aval et qui permettra de faire le tout. Donc nous, très clairement, en Afrique, le rôle de la générale du solaire s'inscrit beaucoup plus dans le rôle du développement, et ensuite on va travailler avec un certain nombre de partenaires qui seront là à la fois pour la construction, même si on peut souvent être un assistant à maître d'ouvrage, et la dernière phase qui sera la phase d'exploitation, où là on fera ça avec des partenaires financiers à côté de nous. Alors quand on fait le bilan africain, on est tous d'accord, le solaire est totalement adapté à l'Afrique, il n'y a aucun doute dessus. Mais l'Afrique n'est pas encore totalement adaptée à son développement de l'énergie solaire. Je crois que tous les intervenants ont insisté dessus, qu'il manque un certain nombre d'éléments fondamentaux si on veut vraiment créer une filière solaire africaine. Je ne vais pas revenir dessus sur les problèmes de réglementation qui viennent dessus, je vais juste insister sur un point particulier. Je crois que notamment sous l'impulsion et la demande d'un certain nombre d'organismes internationaux, beaucoup de pays se sont réfugiés de ce qu'on appelle l'appel d'offres. Donc on va lancer des appels d'offres. Assez vite, on est obligé de faire d'assez gros projets, puisque pour faire un appel d'offres, c'est lourd, c'est long, ça demande beaucoup de diligence. Donc on va pousser à la hausse la taille d'une centrale solaire. Et le constat est que malheureusement, soit on va aller trop haut et on aura un mal fou à ce que le raccordement se fasse dans de bonnes conditions, soit de toute façon, ça sera tellement long pour aboutir à l'accord final, y compris par le lauréat, que beaucoup malheureusement de ces dossiers n'aboutissent pas au bout. Je fais un autre constat, alors là qui est plus général dans le monde entier, c'est que tous les pays où il y a une filière solaire, ce sont des pays qui ont démarré avec des tarifs, c'est-à-dire le feeling tarif. Maintenant, l'avantage, c'est par rapport à ce qu'on a connu historiquement, où les tarifs étaient des années-lumière, c'est-à-dire qu'on parlait de 40 centimes, 50 centimes. Là, maintenant, on peut mettre le tarif à un niveau très bas, déjà très compétitif par rapport aux énergies fossiles qui existent dans ces pays. Donc, ce n'est pas un problème d'argent qui est posé. Derrière ça, c'est une réflexion politique et une réflexion d'aller plus ou moins rapidement dans le développement du solaire. Et je crains que les appels d'offres soient quelque chose qui ralentisse et ne permettent pas d'utiliser le solaire au mieux, qui est, je le rappelle, et on l'a dit tout à l'heure, est un phénomène d'énergie qui peut être totalement décentralisé et donc coller beaucoup plus à la réalité du terrain. Le deuxième aspect sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, c'est que dans le coût du solaire, de l'énergie solaire en Afrique, un très grand pourcentage, beaucoup plus qu'ailleurs, c'est le coût financier. C'est-à-dire que quand on considère le surcoût de centimes en kilowattheure lié au surcoût financier, on obtient un chiffre faramineux de 30 à 50% suivant les pays. Donc vous voyez ce qu'on pourrait obtenir si on avait quelque chose qui était beaucoup plus régulé et si le risque était mieux maîtrisé. Et là, je m'intéresse et j'appelle directement tous les organismes de développement qui sont souvent derrière, qui sont trop souvent adaptés à des très grosses centrales et qui n'ont pas forcément bien compris l'enjeu et qui est compliqué pour eux, un enjeu beaucoup plus faible, mais que le besoin qu'on a pour l'énergie solaire et son développement, c'est beaucoup plus un besoin de garantie et deuxièmement de bonification de taux d'intérêt. Ce sont ces deux éléments-là qui permettront d'aller beaucoup plus vite dans ce formidable enjeu qu'est l'énergie solaire. Donc vous avez compris sur ma conclusion et sur les préconisations,
pousser là où c'est possible le feed-in tariff si on veut que ça aille vite. Deuxièmement, demander à ce que l'ensemble des organismes réfléchissent au système de garantie et des systèmes de bonification de taux d'intérêt pour réduire ce surcoût financier, parce qu'il y a de l'argent, ne nous trompons pas, le seul problème, c'est le taux avec lequel on va pouvoir le faire. Et j'ajouterai un élément qu'on n'a peut-être pas assez parlé, mais il faut le garder en tête, c'est aussi un moyen de faire de l'autoconsommation, c'est-à-dire que quand on parle de nouvelles activités, très rapidement, un industriel devrait se poser la question, est-ce que je peux avoir à côté ma centrale solaire qui va me permettre effectivement d'asseoir mon développement en toute sérénité et en contrôlant mon énergie. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Daniel. Pour une deuxième réunion après, on parlera, quand on parle beaucoup d'Afrique du Sud, de Kenya, de rugby un peu, parce que finalement tout ça c'est lié. Donc, bon. Alors Jean-Louis Bal. Alors Jean-Louis, je connais un peu, mais je connaissais pas tout à fait sa vie. Alors il peut parler d'Afrique. Il est pas né en Afrique, hein, presque, puisqu'il a fait ses études en Afrique. Et quand il a eu terminé ses études, il a été prof en Afrique, à Kinshasa. Donc voilà. Donc pour ceux qui le connaissent, mais ne connaissaient pas cette partie de son pédigré, voilà. Il est président du syndicat des énergies renouvelables, qui fédère 400 entreprises du secteur. Voilà, donc il doit être capable, en plus, en tant que président du CER, de parler aussi, de faire la liaison entre les besoins énergétiques de l'Afrique, puisque c'est un continent qu'il connaît bien. Jean-Louis, allez. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est toujours un peu compliqué de parler le dernier, parce que je pense que tout a été dit. Donc, je vais c'est bon, comme ça, il ne mettra pas plus de 5 minutes, c'est bon. Je vais peut-être essayer de synthétiser quelques-uns des éléments qui ont été exposés par les orateurs précédents. D'abord, l'émergence des énergies renouvelables, particulièrement électriques, depuis une dizaine d'années. Pour vous donner un chiffre, 2004, on investit 40 milliards de dollars par an sur la planète. L'année dernière, c'était 290 milliards de dollars investis dans les énergies renouvelables. En 2004, c'était essentiellement dans les pays industrialisés. En 2015, c'est essentiellement dans les pays émergents. Et on voit poindre le développement dans les pays en développement, et notamment dans les pays africains. Et pourquoi ce basculement? Parce qu'en 2004, les objectifs essentiels des pays industrialisés, c'était des objectifs environnementaux. Ce n'étaient pas des objectifs de compétitivité, c'était l'environnement. Aujourd'hui, le développement des énergies renouvelables, il est tiré par les pays émergents et par les pays en développement parce que ces énergies sont devenues extrêmement compétitives. Monsieur Zerwali aurait pu parler des 30 $ du mégawattheure de l'éolien qui sont sortis récemment d'un appel d'offres. On a évoqué les moins de 30 $ du mégawattheure, donc à Dubaï, à Abu Dhabi, au Chili et dans une série de pays. Donc on est aujourd'hui, on connaît un véritable basculement donc, vers la compétitivité des renouvelables. Et cette compétitivité, elle est liée d'une part au progrès technologique et d'autre part au fait qu'on dispose d'argent à très faible coût. Ça a été évoqué par Daniel, et c'est absolument essentiel. Et malheureusement, comme l'a évoqué Daniel, dans les pays africains, on ne retrouve pas cet élément de compétitivité du coût du financement, parce qu'il y a toujours chez les grands financiers une méfiance à l'égard des pays africains, une méfiance à l'égard des sociétés d'électricité qui devraient normalement donc, acheter l'électricité produite. Donc il y a les questions de risque de change. Donc il y a vraiment une question de garantie, de sécurité donc, sur les financements. Et il y a eu beaucoup d'annonces ces dernières semaines, ces derniers mois, sur l'apport de financement de la France, des États-Unis et puis d'autres pays pour l'électrification de l'Afrique. Je pense que les financements publics, s'ils veulent avoir une réelle efficacité, ils doivent pouvoir venir en garantie pour les financements qui viendraient du secteur privé, ce qui permettrait à ce moment-là d'avoir des financements compétitifs.
Un autre aspect qui a été évoqué, c'est celui du basculement vers l'électrification hors réseau. Il faut savoir qu'avec le solaire notamment, mais on peut le faire aussi avec d'autres énergies renouvelables, on fait de l'électrification hors réseau en Afrique depuis plus de 30 ans. Mais on était obligé jusqu'à présent de se cantonner à des besoins élémentaires, de l'éclairage, une alimentation de dispensaires, peut-être une pompe à eau collective. Aujourd'hui, avec les progrès spectaculaires des coûts du photovoltaïque notamment, mais aussi de l'éolien, avec les progrès spectaculaires du coût des batteries, avec le développement du numérique qui a été évoqué par Gilles tout à l'heure, on est capable aujourd'hui de développer des micro ou mini-réseaux qui peuvent cette fois-ci satisfaire des besoins qui apportent de la valeur ajoutée économique et qui peuvent engendrer du développement économique. Ça peut être pour de l'irrigation, pour de la conservation d'aliments, pour de la petite industrie. Et donc il y a une véritable chance pour l'Afrique d'engendrer un développement économique. Donc d'une part, sur le réseau, on va pouvoir, grâce aux énergies renouvelables, suivre le développement de la croissance. Et par contre, hors réseau, on va pouvoir engendrer de la nouvelle croissance. Un petit mot sur le syndicat quand même, parce que, donc tu l'as dit, on regroupe 400 entreprises aujourd'hui, dont une bonne centaine ont une activité à l'international. Notre activité, notre cœur d'activité, c'est évidemment le développement des énergies renouvelables en France. Mais depuis 3 ans, donc, nous nous sommes tournés, nous avons développé un secteur donc, sur l'international. Nous avons créé une marque il y a 3 ans donc, qui s'appelle France Solar Industrie et qui regroupe donc une quarantaine d'entreprises, à la fois des grands groupes qui sont ici à la table et essentiellement donc, des PME. Et on essaye d'avoir une approche collective en ciblant un certain nombre de pays. Et donc, nous avons, par exemple, dans les prochains mois, des missions qui sont prévues au Kenya, en visant le Grand Est africain, pas uniquement le Kenya. Nous allons ensuite organiser avec les ambassades de France, de Zambie, de Namibie et du Botswana, un forum régional donc, en décembre sur les énergies renouvelables. Donc voilà un peu l'approche que nous développons. Et dernier élément que je voudrais souligner, c'est que les énergies renouvelables sont certes devenues compétitives, mais on a en face de nous des réseaux électriques, des systèmes électriques qui sont de relativement petite taille, et on va rapidement arriver à avoir un problème pour intégrer ces énergies donc, dans les systèmes électriques. Et donc je pense qu'il est temps qu'on ait une approche système électrique, pas uniquement générateur d'électricité renouvelable. Donc voilà, on attend les contributions du numérique. On a fait beaucoup d'efforts en France sur le développement de réseaux intelligents, sur le stockage. Je pense qu'on peut les valoriser en Afrique. Merci beaucoup Jean-Louis. La preuve que le SER sera aussi diriger tous ses adhérents vers l'Afrique. Pour conclure, je vais laisser la parole à Andrea Massini est professeur MBA HEC et il va, celui qui va faire les conclusions et après on passera à une petite séance de questions. On aura allez, une petite 10 minutes, un quart d'heure pour poser quelques questions. Voilà. Andrea, à toi. Merci Jean-Jacques, bonsoir à toutes et à tous. Étant né dans un pays, l'Italie, où le soleil brille un peu plus fort qu'ici, et presque aussi fort qu'en France, je suis flatté de pouvoir assurer les conclusions. Évidemment, c'est très difficile quand les interventions sont aussi riches de pouvoir synthétiser tout ça en 5 minutes. Donc je voudrais faire un ou deux constats et peut-être 2 réflexions sur la base de ce qui a été dit. Le premier constat, évidemment, c'est l'importance du potentiel en Afrique.
pour les renouvelables, un potentiel qui est à la fois dû au fait qu'aujourd'hui on a presque 700 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité et aussi au développement économique de la population qui est prévu dans les années à venir. Donc je pense qu'on a à la fois une obligation morale de répondre à ces besoins et aussi il y a des opportunités commerciales et économiques qui sont liées à ce potentiel. C'est un potentiel qui est à la fois lié au développement rural, donc des systèmes qui sont adaptés à fournir de l'énergie à la population qui habite loin des villes et aussi à l'expansion des villes, donc plutôt adaptés à des systèmes technologiques, à des technologies de taille plus importante. Évidemment, ce potentiel a un intérêt pour les entreprises, à la fois pour des grands groupes comme Total ou Engie qui ont besoin de se diversifier et qui ont aujourd'hui des technologies, des compétences qui permettent de faire cela, de Schneider Electric aussi, qui a des technologies qui permettent d'accompagner le développement dans les zones rurales. Et c'est aussi un potentiel qui est intéressant pour des PME qui peuvent trouver des marchés de niche petits qui ne sont pas parfois exploitables par des entreprises de taille plus importante et par contre sont très rentables et pour des PME qui ont l'audace et la possibilité d'y rentrer. Troisième constat, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un développement qui est de plus en plus tiré par des avantages économiques. Donc une fois, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, quand j'avais commencé moi-même à m'intéresser aux renouvelables et au solaire en particulier, c'était vraiment un développement qui était tiré par des besoins liés à l'environnement. Aujourd'hui, il y a un vrai avantage économique à condition de savoir l'exploiter. Donc voilà les premiers constats. Les deux réflexions. Donc la première réflexion, je suis un ingénieur, j'ai moi-même cru dans la technologie, mais là j'ai entendu tous nos intervenants parler plutôt de la nécessité de créer un écosystème qui puisse aider le développement des renouvelables, pas uniquement en Afrique, mais aussi, je pense, ici. Un écosystème qui permet de fédérer, de centraliser, donc on a besoin d'un chef d'orchestre, mais aussi un écosystème qui fait attention d'abord au cadre réglementaire, donc on a besoin d'une réglementation qui est claire et stable. Deuxièmement, on a besoin des systèmes de financement qui sont pas uniquement orientés à baisser évidemment le coût du capital pour de gros projets, mais aussi adaptés aux besoins des pays africains et de la population. Je pense notamment à des systèmes pay-as-you-go pour des lampes solaires ou pour des petits systèmes solaires qui visent vraiment l'individu et la population dans des petits villages. Troisièmement, on a besoin de business models adaptés qui permet évidemment aux sociétés qui s'engagent, aux entreprises qui s'engagent à être rentables. Donc la question du prix de l'électricité se pose, mais aussi la question du quel est le produit qu'on va effectivement vendre. Est-ce que c'est de l'électricité, 1 kWh, ou est-ce que c'est du bien-être? Donc le fait de pouvoir lire, étudier, monter des entreprises, avoir une climatisation dans une salle. Donc c'est le bien-être qui est associé à l'énergie et pas uniquement le kilowattheure qu'on va essayer de développer. Et bien évidemment, quatrième point, je pense qu'il faut adapter un système de distribution, de marketing, distribution et vente aux conditions des pays qu'on vise, qui sont très différentes en Afrique. Donc voilà la réflexion. Et donc en tant qu'ingénieur qui a plutôt la tendance à dire la technologie est la solution, aujourd'hui on voit très bien que la technologie est là. Les coûts ont baissé d'une manière presque incroyable en 15 ans. On a besoin de quelque chose qui va autour de ça et qui aide la technologie à être exploitée. La deuxième réflexion, donc on a dit constat, première réflexion, deuxième réflexion finale est l'importance du management en tout ça. Donc là, je reprends, si vous permettez, la casquette du directeur délégué du MBA d'HEC. Et évidemment, on a parlé de besoins qui sont liés à la formation management. Et donc, je pense que les écoles de management ont une obligation de répondre à ces besoins. Et à HEC, nous sommes particulièrement actifs dans trois piliers, je voudrais dire. D'abord, la réflexion et la recherche. Donc, on a des centres de recherche, dont un qui s'appelle SNO, qui est entièrement dédié à ces thématiques, qui permet de développer de nouvelles connaissances pour développer des nouveaux business models, des nouveaux modèles de financement qui pourront éventuellement aider le développement des renouvelables. On a bien sûr un pilier qui porte sur l'enseignement. Donc, toutes ces thématiques sont transférées dans nos cours à tout niveau, donc au niveau de la grande école, des étudiants plus jeunes, jusqu'au niveau des cours expérimentés pour managers. Mais troisièmement, et très important, dans l'action. Donc, réflexion, enseignement, action. Et dans ces cas-là, nous avons plusieurs partenariats avec des entreprises qui nous aident à porter ces messages et aussi à aider les entreprises dans leur réflexion, dans leur action
pour porter le développement des renouvelables, pas uniquement en Afrique, aussi bien dans d'autres pays. Et je pense que c'est grâce à cette action-là, cette fédération, qu'on pourrait éventuellement contribuer aussi au développement des renouvelables en Afrique. Et je sais qu'il y a parmi les intervenants aujourd'hui certains qui nous ont aidés dans cette réflexion et dans cette action en finançant des chaires. Donc je vous invite, je vous encourage éventuellement à aller voir, c'est ce qu'on peut faire ensemble. Donc je voudrais remercier nos intervenants. C'était hyper intéressant. J'ai appris moi-même beaucoup et j'espère qu'il y aura des questions auxquelles on pourra répondre dans les 5 minutes qui restent. Merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup. Le problème, c'est que ça donne des réponses, mais ça soulève probablement aussi beaucoup de questions. Et si vous voulez poser quelques questions, on a encore 5 minutes pour... Allez, voilà. Première question. Merci. Je suis Laura Latoumi de la société Atos. C'est bon? Laura Latoumi, société Atos, un grand groupe français qui travaille dans l'informatique et la digitalisation. Personnellement, je travaille dans l'entité Atos World Grid qui s'occupe de l'énergie et de l'eau. 2 questions, si vous voulez bien. Qu'en est-il du partenariat entre les groupes et les sociétés françaises pour être complémentaires et aller en Afrique pour qu'on puisse travailler ensemble? Aujourd'hui, il y a Schneider, Engie, Total, il y a des représentants de RTE. Hier, il y avait le conseiller du président de Orange qui fait un partenariat avec Engie, il nous en a parlé. Donc, comment on peut travailler ensemble? Deuxième question, c'est par rapport à M. Zerouali et Mazen. Atos et le commissariat à l'énergie atomique qui s'occupe aussi d'énergie renouvelable maintenant. Donc on va se réunir la fin du mois pour parler de partenariat avec Mazen et aussi avec l'Office national de l'électricité et de l'eau. Donc j'aimerais peut-être échanger un petit peu avec vous tout à l'heure pour voir comment on pourrait développer un autre partenariat, Maroc, France par exemple. Voilà, merci. Allez, enfin qui répondent là. Jean-Louis. Je vais peut-être répondre à la première question, puis je donnerai la parole à M. Zerouali pour la question sur la Mazen. Nous, dans notre approche au sein du syndicat, les partenariats, on ne peut pas les imposer. Mais par contre, l'organisation qu'on a, elle vise justement à favoriser des partenariats, à favoriser la création de consortiums. Et c'est quelque chose qui marche. Je pense qu'on peut donner des exemples, peut-être que Gilles pourra en donner sur des partenariats qui ont été menés avec des PME Schneider. Je pense que si EDF Énergie Nouvelle était là, il pourrait faire de même. Donc c'est une démarche volontariste que nous avons mis en place depuis 3 ans. Je vous ai parlé de France Solar Industrie. Pour le moment, on essaye d'étendre cette démarche aux autres énergies renouvelables également. Et la plupart du temps, c'est soit des PME qui se regroupent et qui vont faire leur démarche, soit c'est un grand groupe qui part avec dans ses bagages 1, 2 ou 3 PME. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est purement volontariste. C'est pas, on ne peut pas l'imposer. Je ne sais pas si Gilles veut... Oui. Il y a beaucoup de ces partenariats. TerraWatt, qui a été créé à l'initiative d'Engie, c'est un partenariat entre plus fort. TerraWatt, à l'initiative d'Engie, c'est un partenariat avec des entreprises. Il y a beaucoup de partenariats ici. Africa Grid, qui est une initiative qui est liée au BDF, beaucoup d'entreprises y participent. Et puis il y a, comme le disait Jean-Louis, beaucoup de ces partenariats avec des PME et des grands groupes. La question n'est pas seulement que les grands groupes voyagent ensemble, sur pas mal d'actions, chacun dans sa compétence. La mienne technologique d'apport de solutions, Engie avec ses compétences connues de distributeurs, d'acteurs en proximité des clients et avec les autorités. On a ce type de partenariat aussi. Donc il faut y associer des petites entreprises, il faut associer petites, grandes. Il y a une grande réflexion qui, me semble-t-il, va au-delà des acteurs de l'énergie pour ces partenariats qui permettent de répondre à des enjeux, ce dont il a été question, y compris dans le propos final. Donc je crois que, certes, on n'en parle pas parce que chacun d'entre nous propose
ses propres démarches, mais tout ça est la question de paquebot avec une grande flotte qui est autour et ça fonctionne vraiment très bien. C'est à améliorer, évidemment. Tu veux dire quelque chose, Daniel? En tant que PME, voilà. Oui. En tant que PME, bon, ça c'est le discours officiel, il est beau et j'espère que tout le monde l'a bien entendu. La réalité n'est pas tout à fait celle-là. La réalité, elle est deux choses qui sont bien distinctes. Et ce que je l'ai dit tout à l'heure, la technologie n'est pas un problème. Donc, le vrai problème, c'est le développement. Et on revient toujours à la même question, et derrière le développement, c'est l'argent. Donc là où il y a un partenariat qui serait vraiment utile, si on veut chasser en meute, c'est justement au niveau des partenaires financiers et au niveau du système bancaire. Et ça touche aussi bien Proparco, l'AFD, enfin je peux tous les nommer, et un certain nombre d'investisseurs long terme qui veulent être en production. Et c'est là où on arrivera franchement en Afrique à imposer quelque chose. L'aspect technologique, je dirais, on a tous nos réflexes. Vous avez raison, les PME, de toute façon, on est habitué à travailler avec un certain nombre d'entreprises plus ou moins grandes françaises. Et avec nos bagages de développeurs, on ira naturellement vers eux. Mais la réalité, quand on est sur le terrain, et ce que je disais sur la première phase, c'est du développement. Et le développement, on ne le chasse pas bien ensemble. Le Made in France ne marche pas très bien. Bon, on a des efforts à faire. Hervé Pouliken de RTE, là, qui voulait aussi parler d'une initiative. Oui, bonjour. Donc effectivement, je voulais rebondir sur Africa Grid, donc, qui est une initiative du MEDEF, donc de Pierre Gattaz, pour monter l'équipe de France de l'électrification pour l'Afrique. Donc c'est une initiative qui est liée à la COP 21, dans la foulée aussi des travaux de Jean-Louis Borloo cette dernière année. Voilà, pour dire que Africa Grid aujourd'hui, c'est quelques grandes entreprises françaises et quelques PME qui se sont joints justement pour travailler au développement des projets en Afrique. Alors j'en profite pour souligner l'importance justement de la phase de développement qu'on commence à discuter avec les partenaires africains, et c'est vraiment là qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés effectivement sur le financement, mais surtout il y a des difficultés de planification, d'organisation, de compétences. Et en l'occurrence, on a remarqué que le gestionnaire de réseau, qui est un acteur différent des équipementiers, des fournisseurs de matériel, peut avoir une place et un rôle important justement dans le dialogue avec les opérateurs publics et avec les ministères. Et donc, c'est un peu dans cette voie que RTE commence à travailler au sein d'Africa Grid. Et voilà, donc nous, on va et on encourage les partenaires à rejoindre, d'autres partenaires à rejoindre Africa Grid, justement pour travailler sur cette partie de développement. Merci beaucoup. Madame qui veut poser une question. Alors, je vais prêter mon micro. Merci monsieur. En fait, c'est plus un apport au débat. Je m'appelle Valériane Langsnar et je suis déléguée générale d'une nouvelle association qui existe seulement depuis le mois d'avril 2015 et qui s'appelle Think Smart Grids et qui rassemble donc les acteurs français des réseaux électriques intelligents, donc Schneider, donc Atos, RTE, Enedis, EDF, le CEA, Nokia, etc. etc. Et aussi les universitaires, l'INP de Grenoble, le Mines ParisTech. Donc notre objectif, il est effectivement d'abord de mieux décrire la palette de compétences de tous les acteurs du Smart Grids en France aujourd'hui, ce qui n'est pas si facile que ça, puisque c'est vraiment une discipline B2B qui nécessite effectivement de bien connaître les réseaux. On fait de l'intégration de renouvelables, et j'ai beaucoup apprécié votre remarque tout à l'heure, Monsieur Ball. Oui, nous devons travailler ensemble entre acteurs de la production de renouvelables et de l'intégration de renouvelables sur le réseau. Voilà, donc je voulais vous dire à tous, nous existons, venez nous rencontrer, nous voulons travailler en Afrique et aussi sur d'autres territoires. Bon, on a trouvé d'autres plus. Alors, qui parce qu'il y a encore un. Allez, voilà. Bonjour, Bruno Poisson, Écocinétique. Vous nous avez parlé d'éolien, vous nous avez parlé de solaire, vous n'avez pas parlé d'hydrolien. Nous développons une petite unité de développement d'hydrolienne fluviale, et sur l'Afrique, ça me semble quand même le plus approprié. Ah, qui parle d'hydrolienne, là? Jean-Louis. Oui, l'hydrolien fluvial est effectivement quelque chose qui est en développement. On a d'ailleurs quelques PME françaises qui sont très actives sur le sujet. Et je pense que c'est une technologie qui peut être très adaptée à l'électrification rurale décentralisée, parce qu'on va développer des machines de quelques dizaines
voire centaines de kilowatts, qui sont tout à fait adaptés à l'électrification de mini-réseaux. Maintenant, je pense qu'on a encore à solidifier cette technologie, à faire de la démonstration. Et je pense que c'est particulièrement adapté à l'Afrique centrale, où il y a donc des cours d'eau avec un courant qui n'est pas du tout négligeable et qui pourrait très bien effectivement apporter un véritable développement du hors-réseau. Je ne sais pas si... Oui, effectivement, dès lors qu'il y a un courant puissant, moi j'étais frappé en discutant avec quelques PME, bordelaise ou non, d'hydrolien. Dès lors qu'il y a un fort courant, il semble qu'on aille vers des prix, vers des coûts tout à fait intéressants, peut-être de l'ordre de 60 ou 70 euros par mégawattheure, 6-7 centimes par kilowattheure. Donc des choses qui se regardent avec attention quand l'hydrolien marin le long des côtes françaises coûte plutôt 10 fois cela. Les ressources, il y en a encore Je une voudrais question juste rajouter quelque chose par rapport à l'hydrolien. Je suis d'accord. En fait, les études qui sortent dernièrement montrent que c'est le plus gros potentiel en Afrique, à court terme, en termes de développement de capacité énergétique. Mais aussi l'hydrolien, il faut le voir comme un levier exceptionnel pour augmenter la part des énergies renouvelables. Quand on parle d'éolien ou de solaire, il pêche par l'intermittence de ce type de technologie, alors que l'hydrolien peut amener une certaine stabilité en termes de génération d'électricité. Donc ce mixte, il faut le voir en tant que mixte. Mixte hydrolien, éolien, photovoltaïque, etc. C'est là l'opportunité pour l'Afrique pour réduire sa dépendance énergétique par rapport aux énergies fossiles et développer de manière maximale les énergies renouvelables. Encore une question, allez-y. C'est bon, ça marche. Ça marche alors? Non, ça marche pas. Celui du patron. Oui, bonsoir à tout le monde, merci. J'ai deux questions. Présentez-vous d'abord. Cheikh Keïta, je suis président de Sidiga Africa Network, c'est un fonds d'investissement pour l'Afrique. La première question, c'est est-ce que la géothermie a de l'avenir au niveau des ressources renouvelables? C'est la première question. La deuxième question, c'est comment on peut tout à fait mettre tout sur l'énergie renouvelable, mais le solaire sur l'Afrique, parce qu'on a quand même du solaire tous les jours, toutes les années, tous les mois et toutes les années. On nous dit c'est cher. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous sommes avec un panel très très compétent. Et nous, on veut nous rouler avec le soleil, puisque on a toujours tout le temps le soleil en Afrique. Merci bien. On va recommencer la réunion. Hein. Peut-être un premier début de réponse avant que d'autres prennent la parole. On n'a pas évoqué toutes les technologies renouvelables possibles pour faire de l'électrification en Afrique. Mais effectivement, dans certains pays, je pense particulièrement à l'Est africain, la géothermie, c'est quelque chose d'important. En Éthiopie ou au Kenya, il y a déjà des développements importants. Il y en aura encore beaucoup d'autres. Je ne sais pas si vous avez parcouru la liste des 240 projets qui ont été présentés par la présidente de la COP21 hier à New York, mais il y avait quelques gros projets de géothermie. Il y aura également de la méthanisation. Il y a des ressources végétales, des déchets agricoles en abondance en Afrique. On n'a pas cité tout ça, mais je pense qu'il faudra mobiliser toutes ces ressources. Mais quand on regarde les développements actuels sur le développement des renouvelables, donc 90%, c'est hydraulique, éolien et solaire, et qui se partagent à peu près à part égale donc cette croissance. Et c'est particulièrement intéressant parce que c'est très complémentaire, ces énergies. Le solaire et l'éolien sont des énergies non pas intermittentes, mais variables et difficilement commandables. Par contre, l'hydraulique est une énergie qui est stockable
et qui permet justement d'absorber, de réguler donc les variations des autres énergies. Et le solaire, désolé, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pas cher. C'est aujourd'hui, probablement dans les bonnes conditions d'ensoleillement, l'énergie la plus compétitive. Oui, en complément, la géothermie, donc on la trouve largement répandue en Afrique de l'Est, le long du Rift. C'est une électricité ou une énergie renouvelable qui a le mérite de la continuité. Elle produit en base, ce dont les économies africaines ont aussi besoin pour assurer leur développement industriel. Pour aller plus loin dans ces énergies renouvelables, il me paraît que chaque pays doit trouver sa propre voie. Hein. Et il y a des pays africains qui ont des modèles de gouvernance remarquables, qui n'ont rien à envier au modèle européen. Parmi les ingrédients qui me paraissent être utiles, sinon nécessaires au succès des programmes renouvelables, il y a une vision politique avec un plan d'investissement à moyen terme qui intègre l'ensemble des composantes politiques et économiques du sujet, y compris dans une dimension de région. Il y a ensuite des mécanismes, alors soit de tarifs garantis, soit d'appels d'offres, mais les appels d'offres ont leur mérite. Et quand on compare les prix obtenus par exemple par l'Égypte et par ses voisins du Moyen-Orient, c'est assez édifiant. Derrière cela, il y a, et c'est important, des acheteurs d'électricité, on dit des off-takers solides, et ça suppose souvent, voire toujours, des coûts au client final, et c'est là le point politique ou social sensible, des tarifs qui reflètent les coûts. Moyennant ces conditions, si vous avez un off-taker sérieux, vous aurez un coût du capital bas, vous aurez un coût des projets bas, surtout si vous faites des appels d'offres, et vous aurez de nombreux financeurs en dette ou en fonds propres disposés à venir. Merci à vous tous. Je crois qu'on peut les remercier et les féliciter pour la variété des avis et des... Merci à toutes et à tous. I won't go above for the river. I won't hold my head up for the river. But we know they anymore for the river. It's full of water, it tends to water. I say I won't go above for the river. I won't hold my head up for the river. But we know they anymore for the river. It's full of water. The way that we dey swim for the river, that's one of friends. After then we dey fetch water, take go cook, then we dey chop better. But something happen, plastic come, rivers turn into drastic dumps, sewage and electronic waste. Sweet river, kai toxic taste. I won't go boy.